Bonjour Philippe Grandcola, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut de systématique, évolution, biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle. Tout d'abord, la situation, elle est dramatique, mais d'après vous, est-ce qu'elle est sous contrôle ou toujours pas ? Alors sur le plan de la biodiversité, elle n'est pas sous contrôle puisque depuis les années 2000, on sait en Australie que les feux sont fréquents et les instituts de recherche en Australie avaient prévu que le nombre de jours à risque de feu allait augmenter significativement d'ici 2020, c'est-à-dire maintenant, et encore plus d'ici 2050. Donc on est dans une situation qui est critique où la biodiversité souffre de manière durable et risque de souffrir encore dans les années à venir. Alors vous parlez de la faune et la flore, on va y revenir, mais d'abord, est-ce que ces incendies sont d'une ampleur inégalée ? Est-ce qu'on a déjà vu une situation pareille ? Alors effectivement, les milieux en Australie souffrent régulièrement du feu, mais depuis plusieurs décennies, on n'avait pas vu un événement de cette ampleur. Dans les années 70, il y avait déjà eu des feux importants dans d'autres parties de l'Australie, mais sur des végétations du type herbacée, des savanes qui avaient été beaucoup moins problématiques. Là, on est vraiment dans un événement exceptionnel qui est lié malheureusement aussi au changement du climat. Et pourquoi l'Australie est particulièrement vulnérable ? Alors l'Australie, c'est un pays qui a une grande diversité de milieux, mais malgré tout, qui, pour une bonne partie de son environnement, est assez sèche, selon des forêts sèches, des bush, des savanes, dans lesquelles, évidemment, les épisodes de sécheresse et les épisodes de forte chaleur entraînent une dominance de végétaux adaptés au feu. Ce sont des végétaux qu'on dit pyrophiles, qui résistent au feu, qui de fait finissent par dominer les écosystèmes. On sait tous, par exemple, que les eucalyptus, les fameux eucalyptus australiens, brûlent très facilement. Malheureusement, là, on n'est pas devant un événement isolé, saisonnier ou un écobuage effectué par des populations locales. On est vraiment devant une destruction à très large échelle des écosystèmes australiens. Et est-ce que ce drame peut être considéré comme la preuve irréfutable du réchauffement climatique ? Alors en fait, le réchauffement climatique, par ailleurs, est documenté sur des bases physiques et géophysiques, de manière effectivement irréfutable. Il y a un consensus scientifique évident sur ce sujet. L'influence sur la biodiversité, elle est évidente également, dans la mesure où on a eu affaire, par exemple ici, à des événements météo extrêmes dont la probabilité augmente à mesure que la structure du climat change à l'échelle du globe. Donc en Australie, par exemple, dans le sud-est de l'Australie, ça amène à de grandes sécheresses estivales et à des pics de température importants. Et ça annonce quoi ? C'est un premier coup de semonce ? Il va y en avoir d'autres ? D'une manière statistique, oui, on peut craindre effectivement qu'au cours des prochaines décennies, on se trouve à nouveau devant des phénomènes de ce type et de manière répétée. Alors, nul ne peut dire à l'avance, bien sûr, quelle est la fréquence exacte et quelle est la manière dont ces événements vont se reproduire. Mais malheureusement, il ne s'agit pas d'un événement accidentel, isolé, lié à une très mauvaise année. Alors, vous parliez justement de la faune et de la flore australienne qui est considérée parmi l'une des plus riches au monde. Il y a des dommages dramatiques, on l'a vu. Est-ce qu'il y aura des conséquences irréversibles ? Oui, malheureusement, là aussi, on est dans un événement qui dépasse vraiment les échelles locales. Là, la presque totalité des milieux de forêt sèche des Nouvelles-Galles de l'État de Nouvelle-Galles du Sud sont affectés. Il y a des milieux qui ne brûlaient pas d'ordinaire parce qu'ils étaient trop humides, qui brûlent en partie aujourd'hui parce que la sécheresse les a significativement impactés. Et il y a de nombreuses espèces dont les populations vont être maintenant réduites, qui étaient déjà des espèces à répartition relativement réduite, des espèces assez spécialisées. Ces espèces, bien sûr, après que le couvert végétal aura été détruit en grande partie, même si quelques individus ont survécu, ne vont pas pouvoir se réinstaller localement, d'autant plus que quand on supprime le couvert végétal, bien sûr, on supprime aussi un certain nombre de sols, du fait de l'érosion a posteriori avec des pluies. Donc on est vraiment dans un phénomène critique qui risque de mettre un certain nombre de décennies. C'est ça, combien d'années pour que la faune et la flore puissent récupérer une fois que les incendies voilà, sont dans un écosystème qui serait dans un état vraiment environnemental parfait, avec des sols riches, un climat équilibré, il faut plusieurs décennies pour qu'un couvert forestier se reconstitue. Donc on pourrait dire de manière très grossière un demi-siècle. Là, malheureusement, on est dans un système sensiblement différent, des milieux secs avec des sols de fertilité variés et puis surtout un climat qui change et qui change toujours dans le mauvais sens. De fait, là, on peut craindre que cette reconstruction de ces écosystèmes n'intervienne pas dans le futur proche. Et on parle aussi d'êtres, des arbres, les êtres vieux de plus de 3000 ans.
Oui, effectivement, il y a une très grande diversité. Vous l'avez dit, l'Australie, c'est un continent extraordinaire pour la faune et la flore, hein. C'est un continent qui est isolé depuis des millions d'années, dans lequel, on le sait bien, il y a des groupes d'organismes spécifiques qui se sont développés, comme par exemple les marsupiaux avec les koalas, les kangourous. Mais c'est vrai également pour les plantes, c'est vrai pour les insectes, c'est vrai pour les mollusques, pour les poissons, etc. Donc tous ces animaux-là, pour beaucoup d'entre eux, sont extrêmement spécialisés et n'ont aucune chance de lutter face à une grande modification de l'environnement. On parle aujourd'hui de l'abattage de 10 000 dromadaires sauvages parce qu'ils ne trouvent plus d'eau pour boire. L'homme est responsable de ce qui se passe, du feu, et en plus, il va y avoir un abattage de masse de dromadaires. Il n'y a pas d'autre solution que de les abattre. Effectivement, l'Australie a une histoire compliquée du point de vue de l'introduction d'espèces exotiques, hein. Le dromadaire est exotique à l'Australie. Bien sûr, il a été apporté par l'homme occidental. Et malheureusement, l'Australie a été confrontée durant ces dernières années à un très grand nombre de pullulations d'espèces exotiques introduites. Alors, le souci, c'est que ces espèces, en fait, on aurait dû lutter contre elles ou ne pas les introduire, ou lutter contre elles avant même que leur population se développe. Et dans des situations d'urgence comme celle qu'il y a aujourd'hui, effectivement, là, j'imagine que les autorités australiennes sont confrontées à des dilemmes terribles. L'environnement est déjà détruit, et de surcroît, on doit faire des campagnes d'abattage qui ressemblent à des actes difficile pour arriver à malgré tout maintenir l'intégrité d'abord de la vie des personnes humaines qui se trouvent dans ces endroits, hein, et qui voient leurs ressources fondre sous l'action d'espèces envahissantes comme les dromadaires, et puis aussi les écosystèmes. D'ailleurs, il y a des éléphants affamés qui sont abattus au Sri Lanka aussi parce qu'ils s'approchent trop près des habitations. La métaphore de Jacques Chirac, la maison brûle, on regarde ailleurs, hein, quand on y repense, elle était prophétique. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, aujourd'hui, malheureusement, il a fallu attendre que des événements dramatiques d'une ampleur extraordinaire se produisent pour que finalement, je pense, une grande partie de la société, y compris en Australie, en prenne conscience. Donc on est vraiment dans une situation, malheureusement, aujourd'hui, qui réclame des mesures d'urgence, et pas seulement en Australie, bien sûr. On l'a vu il y a quelques mois avec l'Amazonie, avec les feux en Sibérie. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde, pour des raisons différentes, bien sûr, hein. Les causes sociales ou environnementales sont assez variées, mais toujours on retrouve en arrière-plan le rôle dramatique du changement climatique. Merci beaucoup Philippe Grandcola d'être venu, et merci pour votre analyse de la situation environnementale et de ce qui se passe en Australie. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce Paris Direct. Merci à vous tous.